Bonsoir. Donc j'ai un micro ce soir. Je pense que je pourrais vous atteindre jusqu'en haut, mais la conférence est enregistrée, d'où le micro. Donc je vais faire avec. Ah oui, la lumière, ok. Je veux bien qu'il y en ait un petit peu plus sur la salle, comme ça on est un peu davantage ensemble, si possible. Super, merci. Donc merci d'être présente ce soir. On était un peu inquiète il y a 15 minutes, vu les circonstances aujourd'hui, de votre présence ce soir. Les moyens de transport sont bloqués aussi. Et puis ce soir, on va parler de sexualité, notamment des jeunes. Et effectivement, aujourd'hui, les lycéens sont mobilisés. Donc c'est un drôle de concours de circonstances. Mais merci d'être là quand même, nombreux et nombreuses, ce soir. Merci à la médiathèque et notamment, donc c'est le pôle Intermezzo qui a organisé cette conférence. C'est assez rare finalement qu'on parle de sexualité dans la sphère publique, notamment de sexualité des jeunes. Donc merci à eux d'avoir provoqué cet événement et de m'avoir proposé de l'animer et de m'avoir fait confiance. Donc ouais, il va y avoir des personnes qui rentrent un peu au fur et à mesure, c'est ouvert, voilà. Donc, du coup, ouais, je vais essayer de ne pas me faire dévier à chaque fois. Ouais, d'accord. Ouais, ça va. Donc cette conférence, donc l'idée, c'était effectivement de parler de sexualité des jeunes dans le contexte actuel, et je l'ai intitulée « Une éducation au plaisir, point d'interrogation », parce que je suis particulièrement sensible à la manière dont on éduque, ouais. Je pense que dans 5 minutes, peut-être, on pourra, parce que voilà, ça interrompt un peu. De la manière dont on éduque, dont on accompagne, dont on guide, dont on est accompagné, éduqué, guidé sur le terrain de la sexualité, sur le terrain du plaisir, sur le terrain du jouir dans notre société, de la manière dont on traite encore la sexualité dans notre société occidentale. C'est pourquoi, en fait, en complément de mon activité de sexologue, j'ai fondé une structure il y a pile 1 an maintenant, en novembre de l'année dernière, qui s'appelle l'École de Capucine et qui propose justement d'offrir des espaces d'apprentissage, d'éducation au sens large, d'échange, de partage, d'initiation sur la question des sexualités. Donc j'anime des conférences comme ce soir. Je propose aussi des ateliers collectifs en mixité sur des thématiques variées. Je propose des cycles de croissance érotique pour des petits groupes en non-mixité. Et puis des accompagnements individuels et de couple avec une entrée qui est à la fois difficulté, mais à la fois développement, plaisir, parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'on met du temps avant de franchir la porte d'un sexologue, d'une sexologue. C'est une démarche qui n'est pas facile. Souvent, les personnes viennent après quelques années de difficultés et souvent, les problèmes sont un peu enquistés. On met du temps à revenir sur le passé. Donc, plus ces questions seront abordées de cette façon-là, comme ce soir, et plus la circulation se fera et plus les choses peuvent être débloquées facilement et rapidement. Alors, ce que m'ont dit souvent les adultes que je vois, que ce soit en consultation ou en atelier collectif, c'est « Ah, si on avait pu avoir ces espaces plus tôt, si on avait pu avoir ces informations plus tôt, mais surtout, si on avait pu parler de ces questions-là plus tôt ». Vraiment la question de parler dans des climats intimes et bienveillants. D'où l'idée de me dire jusqu'où je peux abaisser aussi l'âge d'entrée et l'âge de ma réflexion pour le public. Au départ, l'école était à destination des plus de 18 ans, on va dire. Et puis, petit à petit, l'idée est venue de proposer aussi une réflexion aux plus jeunes. Donc j'ai animé plusieurs ateliers pour un public d'adolescents, donc de 11-14 ans à 14-17 ans. Il y avait 2 groupes différents en collaboration avec Delphine Binet, qui est une pédagogue qui a créé l'Art d'aimer sur Toulouse. Donc on était 2 à animer ces groupes-là.
Et du coup, la réflexion suit son cours. Et d'ailleurs, 11 ans, ça pourrait être plus tôt. Et c'est aussi pour cette raison que la médiathèque m'a proposé d'intervenir ce soir. Donc la réflexion que je vais vous proposer, elle est à la fois basée sur ces ateliers avec les jeunes, elle est basée sur le contexte actuel, mais aussi sur ce que je constate avec des groupes d'adultes en consultation, mais aussi avec des groupes en mixité. Dans le public des ateliers de l'école de Capucine, ça va à peu près de 18 ans à 75 ans, et en général de toutes les générations. Donc on voit des constantes de génération en génération qui se maintiennent. Donc c'est aussi comment nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a souvent manqué d'accompagnement sur ces questions-là, et comment du coup on peut aujourd'hui mieux accompagner nos jeunes. Donc oui, il y aura environ 1h10, 1h15 de conférence, et après on gardera un temps d'échange à la fin, d'échange, de partage. Au départ, je pensais faire quelque chose de plus interactif, mais c'était pas forcément évident sur la gestion du timing. Donc on laissera un temps plutôt à la fin de partage. Et un temps aussi pour... Alors vous verrez, j'en parlerai pendant l'intervention, mais on est quand même dans une médiathèque, donc on a sorti plusieurs ouvrages, bon, je vous en parlerai, qu'on a envie de recommander. Donc vous aurez le temps, je terminerai un peu avant la fermeture du lieu pour qu'on puisse les regarder éventuellement. Ce que je vais vous proposer maintenant, et ce que je propose en général, c'est pas vraiment un mode d'emploi, heureusement, sur ces questions-là. C'est plutôt une réflexion, des pistes d'action, des pistes d'accompagnement ensuite que vous pouvez utiliser. C'est important pour moi de le dire en préambule. Évidemment, la question de... Enfin, on est tous et toutes différents dans cette salle. La question de la sexualité, c'est une question assez intime. Ah oui, alors il y a une chose que j'ai pas dite aussi, c'est que je parle plus dans l'école de Capucine d'érotisme que de sexualité. Parce que pour moi, c'est plus large et ça permet d'inclure plus de concepts dans la notion de l'érotisme serait pour moi, pour faire un peu rapidement, tout ce qui dépasse, tout ce que nous, humains, humaines, on invente au quotidien pour dépasser, pour aller au-delà de la sexualité reproductive, coïtale, biologique. Donc ça peut être très large. Et dans l'érotisme, pour moi, par rapport à la sexualité, si on doit faire une différence, il y a la question de l'émotion, du lien, de la relation, une forme d'esthétisme, pourquoi pas, une forme de transcendance pour certaines personnes. Et puis vraiment de notion de vivant, d'énergie globalement. Donc l'idée, c'est dans ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir vous sentir ce qui fait écho, ce qui fait pas écho, ce que vous avez envie de prendre, de pas prendre dans ce que je vais proposer. Et ensuite, évidemment, puisque chacun d'entre nous sommes uniques, et les jeunes que nous accompagnons, les jeunes que nous avons autour de nous sont uniques, les relations sont uniques aussi et émouvantes, c'est de pouvoir ensuite être à l'écoute de son intuition, de ses sensations et de ce qu'on va avoir envie ou pas de transmettre. Donc j'aime bien commencer souvent les conférences et les ateliers par un petit exercice que je propose à la salle, ce qui permet ensuite d'être... en fait, c'est un exercice de connexion à soi, ce qui permet ensuite de pouvoir être à l'écoute assez globalement, c'est-à-dire à l'écoute en même temps avec sa partie vraiment intellectuelle, mais aussi avec son corps, avec ses sensations, avec son ventre, avec son cœur, et de pouvoir vraiment voir ce qu'on a envie ou pas de garder, mais pas uniquement intellectuellement. Et ça va permettre aussi d'arriver dans le lieu, d'être dans l'instant présent et d'être dans l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais commencer maintenant. Je vais essayer de garder le micro. Donc, je vais guider l'exercice. On fermera un moment les yeux. Et alors, la première chose, c'est d'être bien installé sur vos fauteuils. Alors,
Il faut que vous soyez bien. Ceux qui ont envie de se mettre en arrière, vous pouvez vous mettre en arrière. Moi, j'aime bien me mettre plutôt en avant, les pieds bien dans le sol, éventuellement un peu redressés. En imaginant qu'on a comme un fil qui se tend, alors avec le micro c'est moins simple, du sacrum, hop, 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 qui remonte toute la colonne vertébrale et qui sort par le sommet du crâne comme une verticalité. Les pieds bien dans le sol et on va fermer les yeux, moi y compris, ce qui permet que chacun puisse être dans sa bulle. Donc je vais guider l'exercice, évidemment, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous voyez comment ça peut se passer pour vous. Donc on va commencer par fermer les yeux. Et juste par rentrer à l'intérieur de nous. Et je vais vous proposer d'abord d'être attentive à votre respiration, tranquillement, de voir comment elle est. D'ailleurs, elle n'est peut-être pas si tranquille, elle est peut-être agitée, elle est peut-être un peu stressée, elle est peut-être calme ou apaisée. Juste d'en prendre conscience. Et on va imaginer qu'à chaque temps d'inspiration, la respiration part du ventre et vient irriguer l'ensemble de votre corps. Alors au début, l'ensemble du ventre, et puis petit à petit, ça va s'étirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez visualiser, pour celles et ceux qui ont l'habitude, une couleur avec la respiration, ou pas, vous voyez ce qui vient. Et à mesure que votre respiration irrigue l'ensemble de votre corps, vous allez être à l'écoute des endroits de bien-être et aussi des endroits de tension dans votre corps. Et lorsque vous repérez des endroits de tension, vous allez juste imaginer que votre respiration est plus appuyée dans ces endroits-là. Et c'est comme si votre respiration mettait de l'espace dans les tensions, mettait de la souplesse. Et vous allez comme ça scanner l'ensemble de votre corps et respirer dans ces endroits de tension. Vous pouvez respirer par le nez, par la bouche, plus ou moins bruyamment. On va être ensuite attentif et attentive à nos sensations, en nous focalisant sur l'ensemble de nos sens. Déjà, vous êtes sollicité par vos oreilles, par votre ouïe à ma voix, mais vous avez peut-être d'autres sons de la salle, peut-être des sons intérieurs quand je me tais, des sons qui vous appartiennent. Et on va se concentrer dessus. On va se concentrer sur ce que voient nos yeux. Vos paupières sont baissées. Donc ce qu'elles voient derrière les paupières, ce qu'elles voient à l'intérieur, ce qu'ils voient à l'intérieur de nous.
On va sentir le goût dans notre bouche, les odeurs autour de nous. Et puis également les sensations qu'on a sur la peau, les sensations de froid, de chaud, le contact de l'air, le contact de nos fesses sur nos fauteuils. Qu'est-ce que ça nous fait, le contact des pieds sur le sol, de nos vêtements. De notre sang qui circule, de nos muscles, de tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et puis on va maintenant être attentif à nos émotions, à ce qu'on ressent à l'instant présent. Il peut y en avoir plusieurs des émotions. Est-ce qu'il y a de la joie, peut-être du stress, peut-être de la colère, que sais-je. Et voir si ces émotions ont un lien avec ce que vous avez senti dans votre corps, avec votre bien-être, vos sensations de tension. Est-ce que vous pouvez les localiser dans votre corps ? Tout en étant toujours attentif et attentive à votre respiration. Et enfin, on va porter notre attention sur nos pensées. Depuis le début de l'exercice, probablement vous avez aussi des pensées qui surviennent, qui arrivent, qui vous déconcentrent de vos attentions. Donc, juste regarder ces pensées et faire comme un pas de côté, comme si c'était les pensées de quelqu'un d'autre, avec un petit peu de recul, et voir ce qu'elles disent un peu, ces pensées. Et pareil, est-ce que c'est peut-être lié à vos émotions, à une tension dans votre corps? Est-ce que vous pouvez les mettre en lien? Enfin, on va reporter notre attention sur la respiration dans notre ventre. Pareil, vous pouvez faire du bruit si ça vient. Peut-être que vous avez des bâillements qui viennent aussi. On a les yeux fermés toujours, donc vous pouvez y aller. Et sentez si la respiration a un peu changé depuis tout à l'heure. Est-ce que votre corps a un peu changé? Est-ce que vos émotions ont un peu changé? Ou pas? Est-ce que vos pensées ont changé? Et puis, toujours les yeux fermés, vous allez faire un geste qui vous fait du bien pour vous remettre dans l'instant présent, dans l'énergie du mouvement. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est de me frotter la cuisse. Ça peut être vous frotter les mains. Là, je peux pas avec mon micro, mais ça peut être de bâiller, ça peut être de vous étirer. Toujours les yeux fermés. Et puis quand vous le sentirez, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir complètement dans la salle. Alors il y a justement plusieurs études américaines avec un article qui est sorti récemment sur France Info il y a 3 jours sur
les vertus de ce type d'exercice, les vertus de la méditation sur la sexualité, puisque ce genre d'exercice permet d'être à l'écoute de ses sensations, permettent d'être justement connecté davantage à l'instant présent, un peu moins à la moulinette qui peut sans arrêt agiter notre mental. Donc à pratiquer régulièrement, j'en reparlerai après, ça a beaucoup de vertus. Alors de temps en temps, hop, je regarderai mon téléphone pour des histoires de timing. Alors, avant de passer vraiment à des propositions, des pistes d'accompagnement, l'idée c'est d'abord de dresser un constat du contexte actuel, de comment les jeunes grandissent, dans quel contexte ils grandissent et dans quel contexte ils sont aujourd'hui. Ils grandissent dans leur sexualité, ils sont dans l'apprentissage de leur sexualité, avec ce qui a changé par rapport aux générations précédentes, et puis je vous le disais tout à l'heure, ce qui paraît être une constante par rapport aux générations précédentes. Donc, dans ce qui a changé déjà, il y a vraiment une grande différence, évidemment, qui se situe, on va dire, sur les plus de 30 ans et les moins de 30 ans, qui est l'arrivée d'Internet. Évidemment, on en parle souvent. Ça fait vraiment un grand changement dans la sexualité, enfin dans l'apprentissage des sexualités, à plusieurs échelles, on va dire. Alors on va commencer par ça, parce qu'en général, c'est vrai, quand on parle de sexualité des adolescents, on parle très souvent d'Internet, de pornographie, etc. Donc autant déjà parler de cette question tout de suite. Donc Internet, ça a joué sur plusieurs domaines. Évidemment, d'abord la diffusion assez massive des images pornographiques qui sont facilement accessibles aujourd'hui. Donc il y a plusieurs études qui sont menées régulièrement par l'IFOP pour différents commanditaires. Il y a eu une étude en 2018 justement sur les addictions des adolescents, une étude en 2017 pour l'Observatoire des parents, pour avoir quelques chiffres. Alors évidemment, les études sur la sexualité, en plus, c'est toujours on peut toujours un peu les mettre quand même en question, parce que on sait très bien que les personnes qui sont interviewées disent pas complètement toujours la réalité sur leur sexualité. Donc 21% des 14-24 ans disent regarder de la pornographie au moins une fois par semaine, dont 15% des 14-17 ans, 37% ont déjà testé, et la première consultation en moyenne d'images pornographiques est à 14 ans et 5 mois. Alors les jeunes qui ont été interrogés sont assez conscients, puisque la moitié disent quand même que c'était trop tôt. Donc c'est vrai qu'il faut savoir, aujourd'hui, on l'a vu dans les ateliers qu'on a animés avec Delphine, à 14 ans, ça peut être un visionnage qu'on a voulu, mais en dessous de 14 ans, on avait pas mal de jeunes de 10, 11 ans, 12 ans qui avaient déjà été confrontés, entre guillemets, à des images porno sans l'avoir forcément cherché. C'est-à-dire des fenêtres pop-up qui s'ouvrent, ou à l'école, on leur montrait des images, ou même dans le bus, ou n'importe où. Donc, souvent, les parents disent, notre jeune, quand même, c'est bizarre, qui a l'air très innocent, etc. Il faut savoir que ça vient quand même assez tôt. Internet, donc c'est quelque part, aujourd'hui, en plus, par rapport aux générations d'avant, où effectivement on allait soit chercher des revues Redoute, soit s'échanger des VHS derrière le manteau, ou pour moi, ma génération, c'était Fun Radio, Doc Eddie Fool. Il doit y en avoir d'autres dans la salle. On cherchait il fallait quand même aller chercher les informations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Internet, au-delà des images porno, c'est pouvoir chercher sur les moteurs de recherche, sur Google, des réponses à nos questions. Et alors, on a des bonnes réponses, évidemment. Il y a aujourd'hui pas mal d'informations qui circulent, et pas mal de bonnes informations, mais aussi des informations un peu plus erronées.
Internet, c'est aussi la possibilité d'avoir une sexualité virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sites où on peut, via webcam, avoir une sexualité avec quelqu'un de l'autre côté d'un écran. Donc avec aussi le lien au réel qui peut être un peu plus... le pas à franchir qui peut être un peu plus compliqué puisqu'il y a aussi le virtuel. Et puis, Internet, c'est aussi les réseaux sociaux. La possibilité... Donc, on en parle aussi beaucoup médiatiquement des questions éventuellement de... C'est-à-dire que, vous le savez, aujourd'hui, ça s'arrêtait à la cour de l'école, éventuellement, les difficultés qu'il pouvait y avoir, les boutades, etc. Et aujourd'hui, ça se poursuit à la maison, ça se poursuit avec les smartphones. Il y a 81% des 13-19 ans qui ont un smartphone. Donc, voilà, le jeune, les parents peuvent être parfois un peu inquiets parce que on a cet appareil qu'on a dans notre chambre, etc. Donc, il y a aujourd'hui, on entend beaucoup d'histoires autour de cyberharcèlement. De photos qui sont diffusées, etc. Donc ça, évidemment, c'est un gros changement par rapport à avant. Ce qui a changé aussi, donc ça j'en reparlerai après petit à petit, ce qui a changé aussi, c'est que du coup, tous les types de pratiques peuvent être potentiellement vus. Donc il y a un peu moins de choses à transgresser puisque tout est accessible. Ce qui a changé également, c'est un cadre sociétal, familial qui est plus flou sur toutes ces questions de sexualité, de modèles de couple, etc. Avec disons une plus grande difficulté à montrer une forme d'exemplarité, puisque de toute façon, ce sont aussi évidemment, il ne faut pas oublier que ce sont les adultes qui produisent les images pornographiques, que ce sont les adultes qui les regardent absolument massivement. Donc on ne peut pas complètement se décharger en disant c'est inquiétant pour les ados. Après, ce qui a changé aussi, et on en parle pas mal actuellement, c'est quand même, donc là en plus positif, on va dire, c'est tout le discours un peu plus circulant autour de la question des genres. Qu'est-ce que c'est qu'être un garçon? Qu'est-ce que c'est qu'être une fille? Comment on peut s'approprier le fait d'être un garçon ou une fille en dehors des stéréotypes de genre? La question également de l'orientation sexuelle avec le mariage pour tous, alors qui a évidemment suscité pas mal de débats. Il n'empêche qu'on a pu un peu plus parler de ces questions d'orientation. La question aussi du consentement, de pouvoir enfin mettre au grand jour aussi les abus et les violences faites aux femmes, qui permettent aussi une plus grande libération de la parole sur ces questions-là, et de pouvoir parler de consentement, de plaisir, de désir un peu plus facilement. Dans les grandes lignes, alors, donc là c'est un constat effectivement surtout par rapport aux images. Après, il y a aussi beaucoup de constantes à travers les générations, de choses qui ont moins changé. Alors notamment l'âge du premier rapport sexuel. Alors on parle de rapport sexuel, ça veut dire la pénétration coïtale. Donc ça montre aussi la réduction de la vision qu'on peut avoir de la sexualité. L'âge du premier rapport sexuel depuis 30 ans reste entre 17 ans et 18 ans. Ça a très peu évolué, avec assez peu de différence entre les hommes et les femmes. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est tout ce qui... Enfin, c'est les questions des jeunes, surtout autour de l'identité, derrière la question de la sexualité, c'est la question du qui suis-je, est-ce que je plais, est-ce que je plais pas. Donc là, c'est évidemment une constante. Ce que je note aussi, c'est que on a beau avoir une espèce de déferlante d'images assez
assez caricatural sur la sexualité, la rencontre des corps. La question de l'amour, de la vision du couple, du prince charmant, de la princesse charmante perdure énormément. Il y a beaucoup de romans à destination des jeunes hommes, des jeunes filles notamment, avec des scènes parfois érotiques assez engagées, engageantes, on va dire, mais par contre avec toujours une vision très eau de rose. Le prince charmant qui vient sauver, etc. Donc cette question de l'idéal de l'amour a quand même assez peu bougé. Les stéréotypes de genre aussi sur la question des sexualités bougent assez peu. Le garçon étalon, coureur et compagnie, et la fille qui a encore... alors aujourd'hui, pour les jeunes filles, c'est pas forcément évident parce qu'il faut quand même pratiquer un peu, faire des trucs, on va dire, mais il y a toujours cette frontière avec la peur de paraître salope. La question du pervers pour les garçons, de la salope pour les filles est encore hyper présente. Et notamment quand on se met en couple, quand on est ensemble, là la frontière est encore plus compliquée. Donc là, c'est vraiment des stéréotypes là, que je vois aussi qui se transmettent un peu de génération en génération et que je vois traverser les âges en atelier et chez les jeunes également. Ce qui a peu changé, c'est qu'en réalité, il y a toujours un fort manque d'information et d'éducation à la sexualité, une grosse ignorance sur la question. À l'automne, vous avez dû suivre pour certaines d'entre vous, il y a eu un débat autour de la circulaire de Marlène Schiappa qui a mis en application une loi qui existait en fait depuis 2001 sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, qui propose en fait tout simplement 3 interventions par année pour les élèves en milieu scolaire de la primaire à la terminale. Ça fait grand bruit parce qu'il y a eu beaucoup de fake, de fausses nouvelles autour de cette question-là. Alors, donc c'est prévu effectivement par la loi qu'il puisse y avoir de l'éducation à la sexualité. Par contre, ce qui est constaté, c'est que moins d'un établissement sur 4 met cette éducation à son programme, le met en application, puisqu'il y a un gros manque de moyens. Il faut des personnes formées pour pouvoir accompagner. Et c'est compliqué de faire intervenir des personnes extérieures. Et ensuite, donc, il faut des personnes formées au sein des établissements. On reste là aussi à travers les âges sur une approche très hygiéniste, préventive, biologisante, on va dire, de la question de la sexualité. Alors on sait à peu près, les jeunes d'aujourd'hui comme les jeunes d'hier savent à peu près ont entendu parler des préservatifs, de contraception, de tous les risques, de tout le côté un peu plus risqué et négatif, mais beaucoup moins en général de plaisir et d'accession au plaisir. Et ce que je constate également tout simplement, c'est qu'en fait, on me dit souvent, oui, les choses ont quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a une plus forte liberté sexuelle. Pour moi, pas tellement, parce que finalement, on fait toujours référence à une norme qui est extérieure. À travers les âges, la norme bouge. Mais la question est toujours de savoir, est-ce que je suis normale dans mes désirs, est-ce que je suis normale dans mes plaisirs, et de toujours se demander comment ça devrait être au lieu de s'interroger sur soi-même, ce qui est sur une question d'intimité comme ça assez étonnant, avec quelque chose vraiment de l'ordre encore de la honte et du tabou sur ces questions-là. Alors d'autant plus que le tabou aujourd'hui, probablement, avec toute cette déferlante d'images, c'est de peut-être pas s'éclater, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a une telle image collective d'une sexualité assez performante, qui devrait être très active, très forte, avec une grande diversité de pratiques, etc., que du coup, si ce n'est pas le cas pour nous, c'est peut-être encore plus compliqué qu'à d'autres époques d'en parler, quand en fait on se pose des questions comme on peut s'en poser dans toute la vie. Quand nos sexualités évoluent, quand c'est pas comme on l'imaginait, c'est peut-être d'autant plus difficile de pouvoir en parler, qu'on a l'impression que pour tout le monde c'est absolument
absolument fantastique. Donc dans ce contexte, alors peut-être avant que je continue, donc l'idée après dans ce contexte, c'est de se dire comment, en tant que parent, alors c'était voilà, c'est une conférence surtout à destination de ça, comment en tant que parent et puis en tant qu'adultes qui avons des jeunes autour de nous, qui accompagnons des jeunes, qui éduquons des jeunes à devenir adultes, comment dans ce contexte on peut les accompagner au mieux, quelles billes on peut leur donner, sachant que les billes ne sont pas forcément données par la société, ou en tout cas pas comme on le souhaiterait, sachant qu'aussi on est dans une société où cette initiation à la sexualité passe assez peu finalement par les parents. C'est pas forcément toujours très évident de parler de ces questions-là avec nos propres enfants. Et comment on peut les accompagner au mieux vers une sexualité, alors non pas justement normée qui devrait être selon ce que nous on pense, mais vers une sexualité qui leur convienne profondément et qui puisse être évolutive en fonction de leur vie et de leurs désirs. Comment les guider vers une autonomie de ce point de vue-là. Ce qui est évidemment le propre d'éduquer d'ailleurs, de guider vers une autonomie. Alors j'ai proposé quatre pistes que je vais développer, que je vais d'abord introduire. La première étant celle d'informer et de nommer. La deuxième étant de développer leur esprit critique. La troisième, d'aider à développer une boussole intérieure, leur boussole intérieure. Et la quatrième, travailler sur nos propres normes et nos propres représentations de nos sexualités, de nos érotismes. Je bois une gorgée d'eau et je continue. Donc, informer et nommer. Ce que je constate énormément en atelier, en consultation, c'est effectivement une ignorance assez importante de nos propres corps et, entre guillemets, des choses du sexe. On n'a pas toujours grandi en nommant les choses, et au-delà de l'ignorance, il y a une question de nommer, comment on a parlé les choses, comment on a mis des mots simples sur nos corps et nos sexualités, notamment sur les corps des femmes, puisque une partie de nos organes génitaux étant cachés, étant pas visibles, ça a été d'autant plus quelque chose de pas nommé et de presque pas pensé. On a tendance parfois aussi à penser que pour les jeunes, que l'ignorance peut permettre de préserver une forme d'innocence. Si on ne sait pas, on est un peu plus à l'abri, on peut avoir cette vision-là. Et puis si on parle, ça risque d'inciter, entre guillemets. En fait, plus on connaît les choses, plus on est capable de les nommer, plus on peut se les approprier aussi et les rendre nôtres. Alors, c'est pour ça que la question des jeunes s'étend, c'est-à-dire à partir de quel âge on peut nommer justement déjà nos organes, à quel âge on peut dire aux enfants, parce qu'aujourd'hui on passe un peu de zizi quand ils sont petits, zizi ou maintenant on dit zézette pour les filles, à des visions un peu plus derrière, notamment pour les filles, c'est sexe pour dire tout compris, et puis on passe après à éventuellement bite et chatte. Il n'y a pas trop de transition entre les deux. Donc comment on peut nommer aux petits, pour une fille, on a
vagin, on a un clitoris. Alors le clitoris sort du bois, hein, c'est un peu le tout clitoris maintenant. Pendant très longtemps, le clitoris était absent des manuels d'anatomie. Donc petit à petit, voilà, on en entend de plus en plus parler, donc c'est réintroduit dans les manuels, sachant que même la partie visible de l'iceberg n'était absolument pas nommée dans les manuels d'anatomie. Donc comment on peut s'approprier nos propres corps et notre propre plaisir et le plaisir de l'autre quand on ne sait pas ces choses-là. Des petites lèvres, des grandes lèvres. En tant que fille, on voit pas facilement. Donc, à quel moment, avec son enfant, on peut lui proposer aussi de se regarder, de prendre un miroir, de se regarder dans une glace. À mon avis, alors ça va être un peu plus compliqué avec vos jeunes de 16-17 ans, d'aller leur proposer de se regarder, mieux vaut tard que jamais, mais du coup plus petit, avant la puberté, quand ces mots-là ne sont pas tout de suite un déferlement hormonal, c'est important de pouvoir nommer, de montrer aussi du matériel d'anatomie. Dans les ateliers qu'on animait avec Delphine Binet, on avait les ateliers de 11-14 ans, c'était super intéressant parce qu'on les faisait dessiner. Alors évidemment, c'était facile de dessiner côté garçon, un peu moins côté fille, mais il n'y avait pas... c'était beaucoup plus facile à cet âge-là de pouvoir nommer, voilà, une fille, elle est comme ça, elle a un clitoris, le clitoris est beaucoup plus grand et c'est un organe de plaisir. Donc quand tu seras grand pour les garçons, quand tu seras grande pour une petite fille, va regarder, va explorer, tu peux aller te toucher, ça t'appartient, etc. Ça se faisait extrêmement facilement. C'est un peu plus dur avec les 14-17 ans, parce que là, ça remuait un petit peu plus de choses, puisque ça venait drainer leurs propres questions, leur propre excitation. Mais plus jeune, quand c'est comme nommer un doigt, parce que pour des enfants, si on leur en parle simplement, c'est comme nommer un doigt ou une épaule, de nommer un clitoris ou un pénis. C'est en plus une bonne occasion de pouvoir évidemment dire ensuite que c'est un endroit qui appartient, parler éventuellement de masturbation, de plaisir. Qu'est-ce que ça fait de te toucher tout seul, enfin pas qu'est-ce que ça fait, mais tu as le droit, c'est une zone que tu peux explorer, mais que tu peux explorer de ton côté. Mais parler... En général, effectivement, on parle aux jeunes, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent dans l'angle risque et prévention, angle violence, mais parlons aussi en angle plaisir et positif. C'est l'occasion aussi, évidemment, de dire ça t'appartient et personne n'a le droit d'y toucher sans ton consentement, etc. Mais déjà de nommer les choses. Et d'en parler, de pouvoir en parler aussi par petites touches à l'occasion d'un film, à l'occasion d'une lecture, trouver des petits prétextes tout en étant très à l'écoute. C'est ce qu'on faisait aussi dans les ateliers, vraiment voir comment, ok, on dit un petit truc, comment ça réagit pour pouvoir vraiment s'adapter à l'endroit où on est l'enfant. Et pas, on a parfois l'image de la grande discussion, vous savez, où on se met à se frotter les genoux. Alors on va parler de sexualité aujourd'hui. Là, ça peut être vite stressant, mais hop, des petites touches, pas forcément insister. Je pense que ce qui est important pour les enfants et les jeunes, c'est de ne pas poser non plus trop de questions intimes qui les concernent eux. Peut-être voir où ils en sont, pour pouvoir voir où ils en sont de leur apprentissage. Mais sans forcément poser vraiment des questions sur où tu en es toi et qu'est-ce que tu vis, notamment quand ils sont adolescents. Et justement, quand ils sont plus grands et qu'effectivement, ça va être un peu plus compliqué d'aborder ces questions-là, passer par des ouvrages, comme on est dans une médiathèque, on a réfléchi à une sélection d'ouvrages aussi qui peuvent être intéressants à mettre à disposition. Alors, je remercie aussi d'ailleurs la librairie Ombre Blanche, le rayon BD, qui m'a permis aussi d'agrandir la sélection. Parce qu'en fait, quand on regarde tous les ouvrages qui sont faits sur la sexualité pour les enfants et les adolescents, c'est important d'en faire un tri parce qu'on voit qu'il y a une reproduction aussi assez forte des stéréotypes qui sont véhiculés dans la société. Peu d'ouvrages sur la sexualité sont faits pour les jeunes, sont faits par des professionnels, par des sexologues. C'est souvent fait soit par des professionnels de la littérature jeunesse,
soit par des journalistes éventuellement, qui du coup, bon, certains sont très très bien faits, mais le risque c'est effectivement d'être encore dans une forme de stigmatisation et de reproduction des stéréotypes. Des stéréotypes de genre aussi dont on parlait tout à l'heure. J'ai vu pas mal d'ouvrages où on dit aux jeunes filles, quand il s'agit de la première fois, attention, il faut être amoureuse, et aux garçons, attention, il faut pas trop forcer la fille, quoi. Voilà. Bon, alors avec ça, c'est un peu compliqué de les faire réfléchir. Alors, pour moi, les ouvrages, faut faire aussi, enfin, à mon avis, c'est important d'être vigilant aussi, parce que juste donner un bouquin ou faire traîner, enfin, c'est pas exempt d'avoir quand même des conversations autour de voilà, ça peut être même un petit rituel que de passer des bouquins aux jeunes qu'on accompagne. Et puis l'idée, c'est quand même voilà, de pouvoir informer et nommer, comme je disais. Donc, j'en ai mis une petite sélection, on en a mis une sélection ici. Je vais nommer rapidement ceux qui m'ont le plus plu. Donc, il y a un livre qui s'appelle Make Love, qui est ici, vous pourrez aller regarder après, qui est très bien fait parce qu'il est fait... il y a des photos aussi, des photos où on voit des jeunes dans des situations érotiques, des jeunes hétéros, des jeunes homos, il y a de tous les types de corps. Et c'est explicite, complètement explicite, on les voit, ben oui, ils font l'amour, donc on voit des images et qui sont très jolies, et c'est très expliqué. On appelle un chat, c'est assez clair. C'est un ouvrage qui a été fait par des Allemands. J'ai pas vu d'ouvrage aussi simple et clair fait par des Français. Alors, je n'ai pas non plus une connaissance complètement exhaustive de tout ce qui a été fait, mais il est très bien. Il y a un bouquin qui s'appelle aussi là-bas Le sexe sans complexe, qui est assez intéressant. Ah oui, alors il y a une chose que j'ai pas dit, non seulement ça a tendance à reproduire les stéréotypes, mais également, il faut savoir que sur le terrain de la sexualité, de la sexologie, on est en fait assez pauvre en connaissances réelles, objectives. Il y a assez peu d'études qui sont menées sur la sexualité, étonnamment. Et du coup, on peut facilement voir des ouvrages pour les adultes aussi qui sont erronés, qui sont contradictoires et qui véhiculent des informations qui sont aussi fausses sur la sexualité. Donc évidemment, les bouquins pour jeunes, c'est la même chose. Ils vont reproduire... vous savez, pendant tout un temps, on parlait des femmes en disant, par exemple, soit elles sont vaginales, soit elles sont clitoridiennes. Aujourd'hui, on ne dit absolument plus ça, mais il y a plein de bouquins qui continuent à demander si on est vaginale ou clitoridienne. C'est un exemple. Donc c'est important d'être super vigilant. Donc en même temps, je vous propose certains ouvrages, mais c'est de pouvoir, vous, avant de les proposer évidemment aux jeunes que vous accompagnez, pouvoir les lire et être d'accord aussi avec ce qui est dit dedans. Il y a 2 BD qui sont très très bien aussi, qui s'appellent Vagin Tonic, qui parlent plus du côté fille, super Pepsi, qui est assez chouette, qui a été fait récemment, et Pénis de table, plutôt du côté garçon. Donc là, des deux côtés, ça déconstruit complètement plein de stéréotypes de genre. Bon voilà, les garçons, c'est le pénis de table, c'est une bande d'hommes qui se retrouvent et puis qui discutent pour de vrai, entre guillemets, de sexualité en dehors des injonctions qu'on entend souvent. Et c'est assez réjouissant à lire. C'est aussi important de pouvoir en donner plusieurs, parce je pense qu'on a toutes et tous éventuellement une image de quand on était jeune, tel bouquin qui nous a donné des clés sur la sexualité. Bon, s'il y a un seul bouquin, c'est forcément un peu réduit, donc de pouvoir en proposer plusieurs. Il y a un site qui est super bien fait, qui a été fait qui a été commandité par le ministère de la Santé, qui s'appelle onsexprime.fr.
Donc là, bon, c'est pas forcément évident que les jeunes suivent sur les recommandations, mais même pour nous adultes, c'est super intéressant parce que c'est très adapté au contexte actuel, c'est absolument pas jugeant, absolument pas moralisant, et très concret. Il y a des petites images aussi de tiens, comment on est fait en tant que fille, en tant que garçon, avec des images de vulve, des images de pénis pour montrer qu'on est différent et proposer d'autres images que ce qu'on voit la plupart du temps. Et puis des vidéos qui s'appellent Teen Spirit, qui ont été faites par des Suisses, des vidéos d'éducation à la sexualité. Voilà pour un petit tour d'horizon. Donc là, effectivement, ça permet vraiment d'avoir des véritables d'autres informations que celles qui sont véhiculées. Et puis surtout, le fait de pouvoir, au-delà de donner des informations, le fait de pouvoir nommer assez simplement, comme je vous l'ai dit, tu as un coude, tu as un clitoris, tu as un pénis et des testicules et compagnie, et une prostate et un anus. Le jour où on aura envie d'en parler avec un ou une partenaire, ce sera plus simple aussi. Quand on peut parler un peu simplement des choses du sexe. Et ça permet aussi de lever la honte et de mettre un climat de confiance avec les adultes sur ces questions-là. La deuxième piste que je proposais, c'est de développer l'esprit critique des jeunes. Bon, ce qu'on fait probablement dans toute forme d'éducation. Je parlais des images pornographiques tout à l'heure, de Internet. C'est là. Il y a pas mal de personnes qui militent pour que ça soit plus réglementé, les images qui circulent. En l'occurrence, pour le moment, ça fait partie de la vie, de ce qu'on peut voir. On peut, en général, on est au courant, proposer, mettre un contrôle parental pendant un temps, mais au bout d'un moment, évidemment, le contrôle parental sur les smartphones et compagnie, ça suffit pas. Et puis, de toute façon, il est complètement illusoire de pouvoir imaginer interdire l'accès à Internet, l'accès aux informations. Illusoire et puis contre-productif, parce qu'en général, ce qui est interdit, on a envie de le transgresser. Donc, si on l'interdit, ça risque de faire, au contraire, appel d'air et curiosité. Donc, c'est plutôt... Et puis, comme je vous le disais, ne pas oublier quand même que ce sont nous, adultes, qui produisons ces images, qui les regardons. Donc on ne peut pas... voilà, elles font partie de ce qu'on a produit nous. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut accompagner les jeunes et vraiment en parler pour qu'ils développent leur esprit critique à ces jeunes sur ce que sont ces images et ce qu'elles ne sont pas. Alors c'est aussi s'intéresser à la vie numérique en général des jeunes. Je sais pas, regarder leurs jeux vidéo, voir un peu quelles applications sont utilisées, quels sites de rencontres. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des sites de rencontres interdits aux adultes qui sont uniquement pour les très jeunes. Donc pouvoir un peu s'y intéresser en dehors aussi de la question de la sexualité, des images érotiques. Et puis de pouvoir leur en parler assez tôt, justement, avant justement le moment où ces images vont éventuellement leur provoquer aussi, elles sont faites pour provoquer de l'excitation, hein, donc avant qu'elles produisent de l'excitation, avant qu'il y ait une forme de curiosité et que le jeune aille trouver dans le porno des réponses à leurs questions, c'est en discuter avant avec eux. Comme je vous le disais, il y a pas mal d'enfants de 10-11 ans qui vont tomber sur des images porno et qui vont avoir des réactions qui peuvent être des réactions de rejet, de dégoût, évidemment d'une vision de la sexualité qui est un peu inquiétante pour eux, assez violente. Donc c'est de pouvoir en parler assez jeunes avant et de leur dire que comme dans tout... cinéma, alors pareil, plus vous aurez nommé que les histoires les questions de leur anatomie, plus vous pourrez aussi parler des images pornographiques assez facilement, leur dire aujourd'hui un des risques du visionnage de ces vidéos, c'est l'angoisse de performance.
pour les garçons et pour les filles. Les garçons voient des images évidemment de pénis, d'érections qui sont super impressionnantes. Les filles voient des vulves complètement glabres, sans poils, avec des lèvres impeccables qui ne dépassent pas. Aujourd'hui, il y a une demande qui a beaucoup grossi de génitoplastie, des jeunes femmes qui demandent à des chirurgiens de couper leurs lèvres. Donc ça se fait maintenant au laser pour qu'elles correspondent à des images stéréotypées qu'elles voient où, parce qu'avant on ne voyait pas forcément différentes vulves, mais qu'elles voient du coup sur les images pornographiques. Donc pouvoir leur dire qu'il y a autant de vulves différentes, de pénis différents que de nez dans la salle et dans la société. Et puis, ça, vous pouvez aussi un peu regarder, il y a de plus en plus aussi de sites sur Instagram, d'images qui circulent sur différents types, notamment de vulves qui existent, et pour pouvoir voir que toutes ne sont pas complètement stéréotypées, pareil pour les pénis. Pouvoir leur dire aussi... Alors oui, un des risques également qu'on voit sur des jeunes jouant en consultation puis qu'on voit en atelier, c'est que du coup, on imagine évidemment que la sexualité, on voit des gestes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on ne voyait pas forcément des gens faire l'amour, donc on venait puiser à l'intérieur de nous, on venait puiser dans nos sensations, dans nos relations, dans la rencontre, dans la créativité qui émergeait. Aujourd'hui, on voit des personnes qui peuvent reproduire, des jeunes qui peuvent reproduire à des caricatures de jeunes filles qui pensent qu'il faut se cambrer comme ça, ou d'hommes qui pensent qu'il faut y aller vraiment en bourrinant, avec évidemment toutes les violences en plus qui sont faites à l'encontre des femmes dans ces images-là. Donc juste peut-être dire que ce sont des risques qui existent, que ça n'empêche pas de pouvoir être excité par ces images, mais que par contre, c'est pas forcément ce qui fonctionne dans la vraie vie, et que dans la vraie vie, la part d'imaginaire de la relation, de la créativité est très importante. Et c'est vrai qu'en ayant des images dans la tête, c'est un petit peu plus compliqué d'être dans l'imaginaire. C'est l'occasion, en général, en parlant de porno d'ailleurs, on peut de parler aussi de prévention. Il y a pas mal d'images pornographiques dans lesquelles on ne voit pas forcément de préservatif. C'est pas toujours malheureusement obligatoire aujourd'hui. Les conditions de tournage des acteurs et actrices porno sont pas si simples, donc parfois les préservatifs qui étaient vraiment obligatoires avant, c'est plus le cas. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir rappeler aux jeunes, en général ils le savent, mais que tout rapport érotique mérite prévention. Ce qui me semble aussi important dans cette histoire d'esprit critique et de discussion avec nos jeunes, c'est aussi de tenir entre guillemets le cadre qu'on a envie de tenir, et de pas forcément de pas être aussi dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une injonction qui pourrait être l'inverse d'avant, c'est-à-dire soit sage avant le mariage, etc., mais qui soit plutôt une injonction de il faut s'éclater, maintenant on est libre, vous êtes jeune, vous faites ce que vous voulez, etc. Parce que évidemment, on va avoir envie de transgresser ça. Je vois pas mal de personnes qui ont pu être éduquées dans des milieux très libertins où la sexualité pouvait être assez exhibée, même auprès des enfants et des jeunes. Du coup, ça peut donner l'envie de réagir à l'inverse, et au contraire d'être dans des sexualités très normées, très conventionnelles, pour justement transgresser le modèle parental. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler d'asexualité. Il y a des personnes qui se revendiquent, qui créent un groupe asexualité, qui disent ne pas avoir de désir, qui ont des relations amoureuses mais sans sexualité. Et il y a notamment beaucoup de jeunes qui, devant cette déferlante aussi d'images, disent nous on revendique le fait qu'on n'a pas envie de faire comme tout le monde, et on a envie de s'approprier. Donc ça peut aller jusqu'à refuser aussi d'avoir une vie sexuelle ou érotique.
Le fait de pouvoir permettre aussi de développer l'esprit critique, de nommer, d'informer, c'est évidemment que le jour où il peut y avoir éventuellement une difficulté, un questionnement, on sera plus à même, en tant que jeune, en tant qu'adulte, de pouvoir en parler aux partenaires, mais aussi à en parler à une autre personne ressource, s'il peut y avoir, s'il y a une difficulté, pas forcément aux parents d'ailleurs. Le troisième point, c'est accompagner à développer sa propre boussole intérieure, ce qui est pas rien en tant que parent. Donc là, ça questionne aussi un peu l'éducation au sens large. Ça veut dire quel est le sens d'éduquer. Est-ce que c'est justement... Alors là, c'est aussi une réflexion sociétale qui dépasse la question évidemment de la sexualité et de l'accompagnement de nos enfants. Est-ce qu'on éduque justement à s'écouter, ou est-ce qu'on éduque à se conformer à une forme de norme extérieure? En tant que parent, c'est pas forcément non plus évident d'amener vers une boussole intérieure, sachant qu'on n'a pas toujours eu nous-mêmes cet accompagnement. La première chose, à mon avis, c'est d'être dans une culture, en ce qui concerne la sexualité, mais pas que la sexualité, une culture du plaisir davantage qu'une culture du devoir, puisqu'on est assez éduqué avec la question du devoir. Et c'est de pouvoir accompagner dès le plus jeune âge, et puis après ça continue sur les questions de sexualité, à vraiment... c'est ce qu'on a fait aussi dans l'exercice au début, c'est de pouvoir écouter ses sensations, de pouvoir écouter son corps, de pouvoir écouter ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait mal, quel signe dans mon corps. C'est intéressant avec les jeunes aussi de dire ok, là qu'est-ce que t'es un peu angoissé, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça fait mal au ventre, ça fait mal à l'épaule, et de pouvoir leur permettre vraiment de reconnaître les signes, leurs signes intérieurs, parce que ça c'est complètement individuel, propre, et c'est quelque chose qui évolue. Et d'être vraiment sur la question du mal-être et du bien-être profond et fondamental. Quand on est dans quelque chose du devoir, qu'est-ce que je dois faire? On est encore une fois toujours tourné vers l'extérieur et pas vers nos sensations. Ce qui permet aussi, quand on grandit, de pouvoir savoir un peu mieux ce qui nous fait envie, par qui on est attiré, par quoi on est attiré, comment on a envie d'exister en tant qu'individu en dehors de ce qu'on nous propose d'être. Et pour développer aussi cette culture du plaisir, une réflexion que je me fais beaucoup également avec les adultes, c'est que comme on est dans une culture de la performance et beaucoup de l'action, de ce qu'on doit faire en permanence, avec très peu en fait de temps de vide, de temps d'ennui, et c'est de pouvoir accepter ça. Même les enfants aujourd'hui, ils ont beaucoup d'activités, on les inscrit à des activités qui ont lieu toutes les semaines, auxquelles ils doivent aller régulièrement. Et l'ennui est un peu interdit. Et finalement, c'est quand même beaucoup du vide et de l'ennui que naît l'imaginaire, que naît la créativité. Et l'imaginaire et la créativité, ce sont des choses hyper importantes ensuite dans la vie sexuelle. Donc comment on accepte de laisser ces temps-là à nos enfants pour qu'ils captent après ce qu'ils doivent faire par eux-mêmes? Comment on leur laisse de la place pour développer leur sensualité aussi? Comment on encourage à ce développement-là? Parce que c'est toute la sensualité développée depuis qu'on est enfant qui va aussi être mise au service ensuite, mise au service de nos sexualités. Comment on touche nos enfants quand ils sont petits, comment on les masse, comment on a un rapport corporel avec eux. Là aussi, dans les ateliers pour les tout jeunes, on leur posait la question de qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui est bon pour toi en général. Et je m'en souviens de témoignages de jeunes filles qui disaient, de toutes jeunes filles qui disaient j'adore quand je suis dans le bain parce que je sens l'eau sur ma peau, les cheveux dans le bain. Et elle prenait plaisir à rester un moment. Et c'est toutes ces sensations qu'on développe depuis petit qui permettent ensuite de mieux ressentir quand on est grand.
Et puis d'être dans une culture du désir et du consentement plutôt alors qu'une culture du devoir et aussi d'une culture pour les jeunes de l'amour entre guillemets. C'est-à-dire que du coup on lit souvent beaucoup la question de quand est-ce par exemple que je dois faire l'amour pour la première fois. Ce qu'on va souvent dire un peu pour s'en sortir, c'est quand tu seras amoureuse, surtout pour les filles, un peu moins pour les garçons, et de pouvoir vraiment être aussi plutôt dans un discours de est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as pas envie, est-ce que tu as envie de faire telle chose, est-ce que tu as pas envie de faire telle chose, parce que finalement la notion d'amour, on peut dire que c'est aussi une forme d'extériorité, c'est mettre aussi une forme d'injonction, alors que la question de savoir si on a envie et si on a du désir, ça nous est complètement propre. Et du coup, qu'est-ce qui, pour lier avec l'histoire du plaisir et du corps, qu'est-ce qui à l'intérieur de moi peut dire oui ou peut dire non? Et on peut dire non quand on peut dire oui aussi. Sinon, il n'y a pas de non quand il n'y a pas de véritable oui. Donc on a le droit de dire oui et ne pas éduquer juste les jeunes à dire non, mais aussi à dire oui, entre guillemets, à voir ce qui est bon pour eux. Là, c'est pareil avec les tout jeunes. Dans les ateliers, on avait fait des exercices de bulle intime. À quel moment, quand on s'approche, l'autre rentre dans ma bulle? À quel moment il ou elle fait des gestes qui ne me conviennent pas? Et c'était très clair, les réactions dans le corps. Et c'est comme si petit à petit, on pouvait les perdre. En fait, il y a quelque chose de très clair, mais quand justement il y a la question de l'amour, de la relation, etc., ça devient un peu moins clair parce qu'on a envie de faire plaisir. Donc au moins de pouvoir éduquer à ce qui est bon ou pas, ça permet de donner vraiment des outils pour que sur le moment, on soit en capacité de choisir réellement. Et ça me paraît aussi important, cette culture du désir et du consentement, de la donner de la même façon à tout le monde, pas seulement les garçons doivent faire attention à ce que disent les filles, et les filles doivent faire attention à si oui ou non elles sont d'accord. Non, c'est pour la question de savoir ce dont on a envie ou pas, et évidemment pour tout le monde, parce que on est, en tant que dans les représentations aussi qu'on a aujourd'hui de la virilité et de la sexualité masculine est également quand même très réductrice, et je constate que pas mal d'adultes hommes et de jeunes hommes sont aussi prisonniers, tout autant prisonniers. Donc on est tous et toutes concernés des stéréotypes qu'il peut y avoir sur ces questions-là. Donc c'est le garçon qui doit trouver le bon bouton pour la fille et trouver les endroits qui vont la faire jouir. C'est le garçon qui va plus être dans la caresse que être caressé, etc. Donc oui, permettre d'avoir vraiment le même discours pour les garçons et pour les filles. Ça me paraît hyper important. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a le film Le Jeu qui est sorti récemment. C'est un film où plusieurs couples se retrouvent. Il est pas mal. Se retrouvent autour d'un dîner. Et ouais, ils sont 4 couples. Et quelqu'un a la bonne idée de mettre tous les smartphones au milieu de la table. Et chaque appel, chaque texto devra être lu et vu devant tout le monde. Donc bon, ça part évidemment un peu dans tous les sens, mais par contre il y a une scène assez chouette d'une jeune femme qui appelle son père, et alors il doit y répondre à l'appel devant tout le monde, et qui lui demande si son avis sur si oui ou non elle doit faire l'amour pour la première fois avec son petit copain le soir même. Et lui a une réaction assez chouette d'écoute et justement de renvoyer vraiment cette question de est-ce que tu en as envie, comment tu le sens. Il réagit assez calmement parce que c'est dans ces circonstances, et vraiment de renvoyer à la question de ses sensations et de ses envies à elle, ce qui est pas forcément facile à faire. Il dit quand même, je suis ton papa, s'il ne tenait qu'à moi, je te dirais de jamais le faire. Il commence quand même par ça, et après il demande si oui ou non il a envie.
Tout à l'heure, on a fait cet exercice de connexion à soi. C'est pouvoir pratiquer ces exercices déjà individuellement, de pouvoir pratiquer ce type d'exercice avec des enfants qui ensuite vont garder ce type d'outils. C'est assez puissant dans la connexion qu'on peut avoir avec nos propres sensations, nos propres sensations de dire oui, de dire non, de nos propres émotions et ce que dit notre corps. Et c'est des outils vraiment intéressants à transmettre. Bon, qui sont de plus en plus circulants, on va dire. Alors, le dernier point, l'heure file grandement. C'est donc OK, informer, nommer, OK, esprit critique, OK, la boussole intérieure. Mais si nous, en tant qu'adultes, on n'a pas fait aussi ce chemin-là, ce travail-là, comment est-ce qu'on peut véhiculer ce type d'accompagnement auprès de nos jeunes? Et donc, c'est évidemment un point qui traverse tous les autres, c'est travailler nous-mêmes sur nos propres représentations et nos propres normes de la sexualité. Parce que c'est évidemment un peu déstabilisant de voir que le contexte a pu évoluer, les questions peuvent être déstabilisantes, les non-questions peuvent être déstabilisantes. De toute façon, être parent, c'est déstabilisant et c'est être confronté aussi, notamment à parents d'adolescents, à des questions quand même existentielles qui parfois nous bousculent un peu, notamment sur la question de la sexualité. Donc, c'est aussi pouvoir faire ce travail de nous confronter avec nos propres apprentissages. Qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes de nos propres corps? Qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes de nos anatomies, de nos désirs? Quelle est notre propre culture? Quelles sont nos connaissances? Est-ce que justement on a une connaissance, j'en parlais tout à l'heure, du clitoris et de toutes ses possibilités? Est-ce qu'on arrive à en discuter, à parler, à nommer éventuellement cette question de nos intimités avec nos proches, avec nos compagnes, avec nos compagnons? Est-ce que c'est des choses dont on peut parler? Parce que si c'est très compliqué d'en parler avec nos proches, évidemment, le jour où nos jeunes vont venir nous voir, c'est des choses qu'on véhicule, ça va être très compliqué aussi d'en parler simplement. Donc ça peut être bien de commencer aussi à s'entraîner soi-même dans notre entourage proche. Est-ce que quelles sont nos propres croyances en tant que adulte, ancien enfant, quelles sont nos croyances et qu'est-ce qui nous a été légué sur la sexualité? En général, je l'ai souvent vu en atelier pour adultes, c'est des choses qui sont transmises, pas forcément par le verbal, en général par le non-verbal, de génération en génération. J'ai pu faire des ateliers sur les croyances limitantes avec des groupes de femmes et avec des groupes d'hommes, et on voyait qu'à 70, 60, 50, 40, 30 ans, il y avait énormément de constantes sur les représentations qu'on pouvait en avoir. Donc forcément, on continue à les léguer derrière. Qu'est-ce qui a été transmis par nos lignées de femmes, par nos lignées d'hommes? Quels sont éventuellement... Alors c'est aussi pouvoir se confronter à nos éventuels traumatismes, à ce qui a pu mal se passer dans nos vies, dans nos vies de nos sexualités. Et ça, c'est des choses effectivement qui ne sont pas toujours parlées, mais qui peuvent être, évidemment se transmettre. Quelle est notre propre appréhension de notre désir? Est-ce qu'on connaît notre désir? Est-ce qu'on est nous-mêmes en capacité de dire ce dont on a envie, de dire oui, de dire non, de dire ce qui nous plaît, puisque c'est des questions pas forcément
évidente à répondre en tant qu'adulte, mais c'est une belle occasion, justement, l'accompagnement de jeunes, de se poser ces questions-là pour pouvoir réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre, encore une fois, dans le non-verbal comme dans le verbal. Quand je travaille avec des groupes sur l'histoire des croyances, on se rend bien compte que c'est des injonctions qui sont en général pas nommées. Si elles sont nommées, au moins elles peuvent être débattues, mais qui sont transmises justement souvent par les non-dits, par les comportements, par le film qu'on va cacher au moment où il y a des seins, enfin je caricature, mais par plein de petits gestes discrets du quotidien. C'est aussi évidemment se poser la question de nos propres vies érotiques dans nos couples, dans nos familles, donc c'est pas non plus toujours évident. Et ce qui me paraît aussi assez fondamental, c'est de faire un travail pour ne pas évaluer et juger la façon dont les jeunes vivent leur sexualité aujourd'hui par rapport à nous, en tant qu'adultes, comment on a grandi et comment on a nous-mêmes nos propres apprentissages. Parce que sinon, on est complètement dans un décalage, on dit c'était mieux avant, etc. Et du coup, on ne peut pas complètement les accompagner. Nous-mêmes, on a reçu des enseignements qui n'étaient pas complètement conformes avec ce qu'on vivait, donc ça évolue. Et ça me paraît important d'être vraiment dans une position d'ouverture et dans une position qui est de confiance et pas, entre guillemets, de suspicion. Parce que du coup, il peut y avoir une telle angoisse qui se comprend, une telle panique devant justement toutes ces images qui sont un peu diabolisées, que du coup, il y a un climat de « mon Dieu, qu'est-ce que les jeunes voient ?» et de crispation. Alors qu'en fait, on peut se rappeler que ce sont juste des jeunes qui sont effectivement qui ont ces images-là, mais qui ont les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes envies, les mêmes excitations et les mêmes peurs éventuellement que tous les jeunes qui commencent ce type d'apprentissage. Et du coup, oui, accompagner un jeune sur ces questions-là, c'est finalement une super occasion de se poser toutes ces questions-là et de grandir nous-mêmes sur notre propre vision de l'érotisme, de la vie sexuelle. Alors ces bouquins dont j'ai parlé, là, Make Love, Le sexe sans complexe, ils sont super bien faits, ils sont super intéressants à lire aussi pour des adultes. Il y a des schémas, on nomme les choses assez clairement. Il y a évidemment plein d'autres ouvrages super intéressants à lire. Mais voilà, avoir une culture, parce que nous, adultes, jeunes d'hier, on n'a pas été, encore une fois, mieux éduqués, mieux accompagnés. Donc c'est comment on peut, nous, se saisir de cette curiosité-là pour permettre de faciliter le passage des plus jeunes. Là aussi, alors je répète, en atelier, dans mes cycles de croissance, ce ne sont pas des personnes qui sont forcément en difficulté. D'ailleurs, elles ne sont pas en grosse difficulté sur la question de la sexualité. Ce sont plutôt des personnes qui ont envie d'échanger, d'aller plus loin et qui ont envie de grandir dans leur vie érotique. Et en général, c'est un travail qu'elles considèrent avoir fait trop tard. Et c'est déjà génial de le faire. Donc, évidemment, plus tôt on donne ces clés-là, plus c'est intéressant. Alors, j'ai fait un peu exprès de ne pas trop parler de la question des risques, de la prévention. J'en ai parlé un peu sur la question du porno, parce que ces infos-là, en général, on les a. Celles-ci, elles sont à peu près véhiculées. Donc je pense qu'en tant que parent, quand les enfants grandissent, on prend un peu le courage à deux mains, mais il y a un moment donné où on fait au moins ce truc-là. Par contre, effectivement, de ce que je disais, de parler plutôt de plaisir et d'outiller, c'est un peu moins fréquent. Donc voilà, je fais exprès de laisser à peu près cette question de côté. Donc la première piste, c'était informer, nommer, développer l'esprit critique. En troisième point, aider à développer une boussole intérieure. Et en quatrième point, travailler sur nos propres représentations, sur nos propres normes. Donc c'est un accompagnement de toute façon, comme toute éducation qui est forcément
imparfait, qui est forcément avec nos parts de vulnérabilité, leur part de vulnérabilité, qui se fait par tâtonnement, à l'écoute, à l'intuition. Et c'est une belle métaphore d'ailleurs de ce qui se passe dans la sexualité, dans la rencontre, dans la relation des corps, dans la relation érotique. On fait justement avec ce tâtonnement, avec cette écoute, avec cette vulnérabilité. Et j'aime bien rappeler que dans la vie érotique, c'est pas tant le résultat, ce n'est même pas le résultat qui compte, mais plutôt le chemin pour y mener. C'est pas, on parle beaucoup d'orgasme et de jouissance, c'est pas en cherchant à tout prix, qu'on le trouve. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est comment aussi on se sert de ce terrain-là pour être dans une relation plus intime avec les jeunes. Et puis en tant que parent, en tant qu'éducateur, mais aussi, à mon avis, cette réflexion, plus elle est partagée et plus elle est creusée par l'ensemble des adultes, plus on peut donner aussi une autre vision, un peu moins tabou, un peu moins honteuse, plus axée sur le plaisir, sur le désir, à l'ensemble de la société en général, parce que on n'y est pas vraiment encore. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je regarde l'heure, on a un quart d'heure, un gros quart d'heure. Donc pour les interventions, donc au-delà des traditionnelles questions-réponses, ce qui m'intéresse souvent dans les conférences, dans ce type de moment, c'est qu'il puisse y avoir des temps aussi de partage, de témoignages. Parce que sur ces questions-là, encore une fois, on est tous et toutes différents. Il n'y a pas une manière d'envisager les choses. Donc vous-même, vous avez toutes et tous à voir forcément avec la question. Donc voilà, si vous voulez enrichir la réflexion aussi de votre propre vécu ou de vos propres bonnes expériences, etc. Ou mauvaises. Ah oui, super. Merci. Oui, comme ça, ce sera enregistré aussi avec le... Bonjour. Merci pour l'intervention. Moi, je suis arrivé un peu à la bourre. Alors, si les questions que je pose, il y a déjà eu des réponses, bon, tant pis pour moi. Je demanderai aux collègues. Alors, je fais partie d'un collectif. Il y a deux camarades juste devant, là, qui ils m'ont pas vu encore parce que je suis arrivé à la bourre. Salut. Et on organise un festival à l'Espace Job qui s'appelle Le Vent se lève à Job. C'est un festival d'éducation populaire politique et cette année on a envie de parler d'intimité, de plaisir, de désir, de sexualité, tout ça au pluriel. Et on ne sait pas trop encore, on n'a pas encore défini exactement comment on veut, comment borner notre thème et nos problématiques. Par contre, ce qu'on fait d'habitude, c'est que nous, notre vision de l'éducation populaire, c'est de valoriser l'expérience des gens, c'est de donner de l'importance à l'expérience des gens, de montrer aussi que peut-être là sur ce coup, même si on va parler de choses intimes, il y a des choses qui sont collectives, il y a des choses qui sont politiques. Voilà, il y a des dominations, il y a des choses qui sont construites. Donc voilà, c'est valoriser l'expérience et puis avoir une vision collective et politique. Donc je ne sais pas si tu as des idées là-dessus. Et alors ça, j'aurais pu te le demander directement, mais je l'ai dit au micro aussi parce que c'est ouvert notre organisation et si vous voulez venir exprimer ce que vous avez à dire pour ce festival, participer avec nous. Il y a différentes manières de s'impliquer, soit vraiment construire le festival avec nous et faire plein de réunions qui durent 5 heures où on décide même de qu'est-ce qu'on va manger, tout ça, soit venir à des réunions plus centrées et qui sont moins fréquentes pour pouvoir participer. Voilà, bon, on est 3 ici. Si vous avez envie après de venir discuter, c'est super. Ok. Oui, effectivement, c'est ce que je propose en général dans les autres espaces d'atelier, qui est plus une élaboration collective, des propositions plus d'échanges. Alors là, c'était moins le format ce soir, mais c'est intéressant. Ok. Bon, on va attendre encore un peu quand même.
C'est vrai que en plus avec le micro en mode amphi, ça peut être un peu compliqué. Donc, comment? Ah. Alors c'est une... j'aime pas ça. J'aime pas ces médias technologiques, je suis désolé. Vous m'entendez là? Oui, c'est assez clair quand je parle. Oui. Je peux me passer du micro. Non, en fait, vous savez, oui. C'était Ah, juste parce que c'est pardon, ouais. alors d'accord. Alors, sinon, je m'en serais passé. On va faire avec plaisir. On va faire l'enregistrement alors. Donc c'est une question un peu personnelle, mais qui va être débattue dans la préparation du festival, puisque on amène des questions personnelles aussi. Moi, la grande question que je me pose, c'est la manière dont peuvent s'enraciner de manière complètement... alors, vous avez parlé de choses qui ne passent pas par le langage. Donc, si ça passe pas par le langage, ça passe par quoi? C'est un gros problème pour nous qui sommes dans l'éducation populaire, parce qu'on parle beaucoup de prise de conscience. Alors, il y a des mots que l'on reçoit qu'on oublie, mais qui marquent, qui font sens, qui fabriquent des représentations de ce que c'est que le monde, de ce que c'est que les nanas pour les mecs, et les mecs pour les nanas, etc. etc. Dont acte. On voit bien comment il faut être un peu prudent quand on parle. Bien. Mais ça passe pas que par là. Et est-ce que vous avez quelques pistes, ou est-ce que vous avez constaté quelque chose? Vous avez parlé des caresses, par exemple, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des attitudes dans la relation, des postures, des manières de se tenir, dans la relation, dans les relations, comme on les... oui, comme maintenant, par exemple. Oui, voilà. J'espère que j'ai pas été trop confus. Merci. Non, ça me paraît assez clair. Effectivement, c'est comment, à mon avis, en fait, le fait de nommer des choses qui sont souvent pas nommées permet au moins déjà de les débattre et de les quelles qu'elles soient. Et comme en effet, parfois elles sont pas nommées, elles sont véhiculées. Donc, moi, j'ai le sentiment que plus on va individuellement travailler sur justement nos propres représentations, pas forcément intellectuelles, mais le rapport à notre corps, le rapport à, c'est ce que je disais, à nos désirs, au tabou de la sexualité, plus on va véhiculer, mais comme dans tous les autres domaines, plus on va véhiculer quelque chose de comment dire, de conscient sur cette question-là. Donc parce que se fabriquer entre guillemets des postures, ça peut être, enfin c'est compliqué si on les a pas travaillées déjà. Donc mais effectivement, je pense qu'en plus, ce serait intéressant d'en parler d'autant plus clairement vraiment sur l'histoire justement de la rencontre des corps, comment, mais plus, j'allais dire, plus on encourage à être connecté à soi-même, à son corps, plus finalement la question de la créativité, de ce dont on a envie, etc., va circuler. Par exemple, pardon, je vais juste donner un autre exemple. Je parlais des garçons qui ont été très éduqués à... on n'est pas censé aimer les caresses, on est censé aimer que pénétrer, caresser l'autre, etc. Parce que si on aime les caresses, c'est un peu louche, ça ressemble aux filles, donc si ça ressemble aux filles, etc. Il y a beaucoup d'inquiétudes à propos de ça. Beaucoup d'inquiétudes, donc un rétrécissement aussi de la sensualité, un rétrécissement du champ érotique, la peau, on est capacité, plus on va être caressé, plus on va ressentir de choses à être caressé. Des tétons d'hommes, si on les caresse jamais, ils sentent rien, et puis si on les caresse, au bout d'un moment, ils deviennent sensibles. Mais à force de pas les caresser, parce que quand même les tétons d'hommes, c'est, enfin, je caricature, du coup on s'insensibilise. Donc là, plus déjà, c'est des discours qu'on peut avoir clairement, mais plus on va être aussi éduqué à dire qu'est-ce qui me fait du bien, plus un garçon va se dire tiens, moi ce qui me fait du bien c'est d'être caressé, j'adore être caressé au téton, et il n'y a pas l'espèce de stéréotype de genre, etc. qui va se mettre, plus le champ devient large quelque part.
Oui. En fait, je voulais juste te donner un peu un ressenti, tu vois, que j'ai par rapport à ta question. Et qui est aussi que bon, tu parles beaucoup de la relation entre le corps, l'émotion, les représentations, les espèces d'archétypes qu'on a, et qu'on est en fait avant tout, tout ça c'est porté par le corps. Et qu'on peut aussi parler, tu vois, de l'inconscient collectif qui véhicule des choses. Donc il y a des choses qui sont pas, qui sont seulement sensibles, qu'on ressent et qu'on doit aller chercher pour les faire émerger, on pourrait dire. Mais qui sont pas uniquement, ben là, en fait, j'ai grandi, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Il y a une espèce de, j'ai pas le seul mot qui me vient pour être clair, c'est l'inconscient collectif, mais nos gènes, tout véhicule notre humanité ancestrale, on va dire. Et ça remonte, et ça fait partie de l'inconscient. Et comment arriver à mettre des mots de cet inconscient, mais c'est un labeur, on va dire. Je sais pas si ça te donne un peu des pistes, ou de remettre les mots, de faire émerger le langage du corps, quoi. Voilà. De ce qui est à l'intérieur du corps. Plus ou moins. Je sais pas, voilà, je te dis ça comme ça. Sinon, pour mon expérience personnelle... moi, j'aime beaucoup parce que ça met... là, je me suis mise un peu en jeune fille à recevoir la conférence. Un peu, je me suis mise comme si j'avais 14 ans, comme si... ah tiens, j'aurais bien aimé recevoir ça à cet âge-là. Et moi, j'ai grandi plutôt dans un milieu... J'aime bien... je vais un peu apporter la question de la religion aussi, puisque moi, j'ai grandi dans un milieu juif orthodoxe. Bien extrême. C'est l'exemple bien extrême. Et en même temps, je suis danseuse, donc j'ai une approche du corps qui est vraiment dans une autre notion de la liberté. Voilà. Juste déjà ça. Merci. Oui, la danse, c'est un bel outil de connexion à son corps et à la relation aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir ? Donc, on a encore un temps pour que vous puissiez regarder. Si j'ai mis des flyers de l'école de Capucine, si vous voulez les prendre, et puis si vous voulez recevoir la newsletter, soit vous vous inscrivez sur le site, soit vous pouvez mettre votre adresse mail. Que je vous intègre directement à la base de données. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Ah oui, je parlais tout à l'heure de cycle de croissance érotique pour des groupes en non-mixité. Donc ce sont des petits groupes d'hommes et de femmes pendant 6 mois. Juste pour info, il y en a un de chaque qui va démarrer au mois de janvier. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder sur le site. Et puis si vous avez... je ne sais pas, des questions, des choses qui émergent, qui sont un peu plus compliquées peut-être à dire ou à interroger en public, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours, d'avoir vos suggestions, Oui, moi je voulais apporter aussi un complément par rapport à ce que tu disais. C'était sous-jacent, mais ça n'a pas été dit. Bon, moi je ne suis pas mère, mais dans mes cours on a pu voir ça. Quand on est parent... Des fois, on n'a pas la capacité personnelle de dire à nos enfants, de conseiller, d'éduquer. Et dans ces cas-là, de parler de sexe, en fait, parce qu'on a encore un long chemin de déconstruction à faire. Désolée, je ne prends pas souvent le micro, ça se sent. Et non, ça va bien. Dans ces cas-là, dire à son enfant, je ne peux pas. Oui. Je sais que tes préoccupations sont là, j'en ai conscience, je les accepte. Tu me bouleverses par le moment où tu en es dans ta vie là. Mais là, je peux pas. Donc, va voir Micheline, ma pote, elle est calée là-dessus. Prends ses bouquins, là, va voir la sexologue. Mais moi, voilà, je n'ai pas cette réponse-là. Donc, c'est un travail en parallèle aussi. Ouais, super. Oui. Super, mais bien sûr. Et de pouvoir dire je sais pas et je suis avec mes propres. Mais bien sûr. Oui, merci. Merci de ce complément. Ouais. Oui. Et d'aller voir Micheline et la tante et machin, et d'éventuellement demander à une personne ressource, effectivement, de faire ce
ce boulot-là, effectivement. Merci. Et d'un autre côté, je rebondis à ton exemple. Dans un autre sens, moi, en écoutant la conférence, je me dis, en tant que maman, enfin, je le suis pas, mais aussi, non, mais ça peut être très intimidant de parler de ça à son enfant. Et puis, tout d'un coup, je me suis souvenue d'un moment où j'étais animatrice d'un groupe de jeunes de 15-17 ans. Et j'ai eu aucun complexe à expliquer à des jeunes ce qu'était la glaire cervicale. Et tant qu'à faire, j'ai fait ça à table pour que ce soit vraiment sans tabou. C'était un grand moment très drôle. Et en même temps, du coup, je sentais que ça sortait. J'avais fait un peu des recherches avant, histoire d'être sûre de ne pas dire de bêtises, même si je m'y connaissais quand même bien. et en fait, je me dis, quand on est assez extérieur, le fait que ce soit ses enfants, c'est peut-être un peu intimidant, mais de oser parler aux jeunes quand c'est pas les nôtres, peut-être c'est plus facile, et du coup de juste avoir des ouvertures. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi, je pense que dans le public, il y a des gens qui accompagnent des jeunes, leurs enfants, pas leurs enfants, et c'est effectivement une démarche dont on est quelque part toutes et tous responsables pour les générations à venir, et on n'est pas effectivement les mieux placés parfois en tant que parents. Et en effet, ouais. C'est une responsabilité collective quelque part, et travailler sur nos propres représentations. On va aussi véhiculer d'autres images pour notre neveu, notre nièce, l'ami d'un tel, etc. Et j'en profite pour dire aussi que on travaille sur l'érotisme, du coup, avec à côté là, Martin, au travers du cirque, pas sur des spectacles, sur les relations de domination notamment, qu'on essaye de faire tout public. Voilà. Comment ? C'est la compagnie des corps caverneux. On n'est pas... pour l'instant, on n'a pas de... on doit faire un site internet et tout ça, mais pour l'instant, on a juste une adresse mail. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a une forme d'appel, parce que vous le faites, vous aimeriez le faire en participation aussi, justement, avec oui. Est-ce que... Ouais, on a aussi... on cherche à faire une action culturelle... voilà. C'est pas forcément un appel en fait, c'est juste je sentais que ça, je sais pas, on parlait de danse, de festival, voilà. Très bien. Ok. Super. Moi j'ai une question aussi. Tu as dit que tu as fait des interventions en scolaire, si j'ai bien compris, ou en tout cas avec un public d'adolescents, oui, autour de la sexualité. Juste, je me demande comment c'est reçu par l'univers éducatif en tant que sexologue, et en plus en tant que... Je ne sais pas si tu avais déjà ouvert ton école autour de l'érotisme, mais c'est quand même pas rien de parler d'érotisme. C'est un terme qui en plus concentre beaucoup de stéréotypes justement. Et du coup, juste je me questionne comment c'est reçu, quoi, quelqu'un qui vient parler de sexualité et potentiellement d'érotisme à des adolescents, alors que c'est l'éducation nationale qui est bien sûr censée gérer leur formation, quoi. Alors c'était pas en milieu scolaire en l'occurrence, et pas en milieu académique, justement pas. Bon, ça aurait pu, l'idée c'était justement plutôt de proposer à des parents de sous-traiter un peu cette question-là, justement pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas forcément très à l'aise pour nous faire ce truc, donc peut-être qu'on peut leur proposer un atelier. Et donc je les avais créés, animés avec
avec une personne dont je parlais tout à l'heure, Delphine Binet, qui est pédagogue, qui travaillait déjà beaucoup avec des jeunes et qui avait remarqué que cette question était assez taboue dans les familles, évidemment. Et de mon côté, je voyais que les adultes étaient, ce que je disais tout à l'heure, regrettaient de ne pas avoir vu ça plus jeune. Donc on s'est dit, tiens, ce serait chouette d'avoir un public vraiment d'adolescents, quoi, de 11 à 17 ans. Et donc la question de ces ateliers, c'était vraiment super intéressant parce qu'on donnait justement des billes d'information, des billes de construction de la bulle intérieure, de la boussole intérieure, de comment on dit oui, on dit non. Enfin, vraiment, c'était très, très riche. Mais après, ce qui n'est pas forcément simple, c'est que si des parents parlent à leurs jeunes, les jeunes peuvent avoir des difficultés à venir dans les ateliers parce que c'est le parent qui en a parlé. Donc comment on crée ces événements, en fait, quelque part? Parce qu'en passant par le parent, c'est pas simple. Par le jeune en direct, effectivement, il faut... là, ça va être plus en milieu scolaire ou dans d'autres milieux, et là, c'est un peu plus délicat, éventuellement, d'y aller avec tout ce qu'on a envie d'apporter. Tu vois? Voilà. Évidemment, je me suis posé la question de l'intervention directement au milieu scolaire, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beau avoir une loi, il y a très très peu d'établissements qui ont les moyens de faire ça aussi avec des personnes extérieures. Ce serait génial de pouvoir avoir des ateliers de réflexion, de formation avec l'ensemble du corps enseignant, parce que forcément, quand on n'a pas travaillé soi-même sur ces représentations, encore une fois, on véhicule des tas d'autres choses. Mais bon... pour le moment, c'est pas ça. Peut-être qu'on va en faire une dernière et je crois qu'on va arriver à terme. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis pas du tout parente. Au contraire, j'ai 17 ans. Je viens avec ma mère. Wow, et, super. Et en fait, je voulais parler du fait que justement, à l'école, moi, je suis en terminale et c'est vrai que tout au long de ma scolarité, on n'a jamais... Je me rappelle avoir eu une intervention en 4e, je crois, qui a duré 1 heure, où on a abordé très peu de sujets. Et je me rappelle avoir très rarement eu des interventions sur la sexualité à l'école. Et que du coup, toutes mes informations et toute mon éducation sexuelle venaient de ma mère, parce que j'ai de la chance, elle est vachement cool. Et aussi d'Internet et d'amis. Et voilà, c'était... Et du coup, je suis contente d'avoir pu avoir cette éducation-là, parce que je me rends compte que le manque d'éducation, justement, ça fait beaucoup de dommages, et notamment au début de la sexualité, quand on n'y connaît rien, ça peut être dangereux, que ce soit au niveau justement du manque de consentement, de l'absence de consentement, ou alors même au niveau des maladies sexuellement transmissibles. C'est important d'en parler. Et du coup, je voulais juste parler du fait qu'effectivement, même nous, en tant que jeunes, on se rend compte du manque d'éducation qu'on a, surtout à l'école, parce que moi, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont éduquée sur ce sujet-là, mais beaucoup de mes amis n'ont pas du tout cette chance. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait creuser et qu'on devrait améliorer dans le système scolaire, le fait d'avoir plus d'éducation à l'école. Voilà. Merci, ça fait une jolie conclusion. Et pour moi, oui, au-delà du milieu scolaire, c'est vraiment une réflexion sociétale finalement sur ces questions-là. Et quelque part, le fait de ne pas en parler, c'est parce qu'on s'en décharge un peu tous en tant qu'adultes, et parce qu'il y a encore ce sceau de notre héritage, effectivement, religieux, tu en parlais, culturel, même si on a l'impression de l'inverse avec tout ce qui circule. Donc c'est aussi par des événements comme ça, accessibles, ouverts à tout le monde, que ça peut progresser. Merci d'être intervenus finalement, plusieurs d'entre vous. Bon, du coup, il est plus que temps. Merci beaucoup de votre présence, et voilà, on va pouvoir libérer l'amphi. Oui. Alors, vous n'allez pas pouvoir emprunter les documents ce soir, oui, mais vous les retrouverez sur le pôle intermezzo si vous revenez ultérieurement. On les laissera en présentoir. Merci. Merci.